Si on prend, je voudrais remettre dans le contexte de la Renaissance et du XVIe siècle, redire que ce XVIe siècle est, on le sait tous, la période du schisme et également la période des guerres de religion. Et que par rapport à cela, les ordres religieux, les ordres religieux ont une importance clé, mais pas tous les ordres religieux et pas tous les religieux au sein des ordres religieux. Certains sont sur un front qui est le front chaud de la théologie, de la controverse et de l'opposition, ou en tout cas du combat, qui est un combat spirituel et théologique. Les dominicains en font partie, mais pas tous les dominicains, qui sont eux-mêmes en train de connaître une période au tournant du XVe et XVIe siècle, comme l'a très bien montré Jean-Marie Le Gall, à un moment aussi où l'ordre dominicain connaît une crise interne et en tout cas une réflexion sur qu'est-ce qu'être, sur l'identité dominicaine et qu'est-ce qu'être dominicain. La relation à la cour et la relation à l'État, de ce point de vue-là, pour tous les ordres religieux, est un point important, car pour l'Église, et en tout cas pour une partie de l'Église, ce que j'appelle les clercs de cour, les ecclésiastiques de cour, ou les prélats de cour, l'État est une réponse adéquate pour mener ce combat spirituel et est un levier possible de diffusion de la réforme, alors des réformes et de la réforme catholique. Les confesseurs jouent de ce point de vue-là, au XVIe siècle, un rôle important, mais un rôle très difficile à définir et à cadrer, tout simplement par manque de sources. Absence de sources liée principalement au secret de la confession. Donc je ne chercherai pas ici à tenter de faire ce que l'on a fait dans d'autres travaux, en général de manière totalement infructueuse, c'est-à-dire de définir en quoi le confesseur aurait pu influencer la décision politique. C'est un exercice qui est impossible. Il n'y a pas, en tout cas pour la France, et pour ce cas-là, il n'y a pas de source. Nous en avons pour d'autres périodes, par exemple au XVIIe siècle, un confesseur comme Luis de Aliaga a laissé des traces magnifiques, mais c'est assez exceptionnel dans l'histoire de la confession princière et royale. Donc au cours de cette Renaissance, au moment de ce temps de division et d'affrontement, ce dominicain, Guillaume Petit, a profondément marqué l'histoire de l'ordre et également de la confession royale par sa longévité et également par la multitude de ses actions réformatrices à la cour et dans le royaume. Donc c'est cet itinéraire que je propose ici de suivre pas à pas, en essayant de dégager trois points essentiels qui qualifient finalement cet itinéraire et qui peut qualifier aussi, in fine, à travers cet itinéraire, beaucoup de prélats de cour de l'époque. Donc d'abord, je verrai en quoi il est réformateur d'Église et de société. Ensuite, j'analyserai son rôle très important et vraiment clé. On parlait de Key People, c'est vraiment un personnage qui est au centre d'un réseau et d'un réseau humaniste. Il fait partie de cette première génération des humanistes, mais il joue un rôle qui est un rôle de médiateur principalement. Et puis, en quoi aussi il est symptomatique et voire même illustre parfaitement bien cette confessionnalisation royale que jouent les ecclésiastiques de cour et que va jouer Guillaume Petit, qui en est un des éléments essentiels. Donc d'abord un réformateur d'Église et de société. Alors on peut le dire tout de suite, Guillaume Petit a été un réformateur bien avant d'entrer à la cour, et c'est sans doute cet élan qui, ajouté aussi à l'ascendant de sa clientèle, lui a permis d'être repéré, sollicité pour prendre cette charge. Si on fait un petit point rapide sur son cursus honorum, il passe par le couvent de Rouen vers 1480, puis par celui de Saint-Jacques à Paris. Il obtient sa licence de théologie le 14 février 1502, son doctorat le 26 décembre suivant. Il est professeur de théologie à Paris, gravit les échelons de son ordre, prieur du couvent d'Évreux, 1506-1508, inquisiteur de France de l'ordre dominicain entre 1507 et 1508, prieur du couvent de la ville de Blois en 1508, ce qui le met à proximité aussi de la cour, puisque la cour y réside assez régulièrement.
Il devient dans la foulée confesseur de Louis XII entre 1509, alors peut-être 1512 en fonction des sources de la BNF, il y a deux dates proposées, et 1515, puis de François Ier, 1515-1536, donc de manière continue jusqu'à sa mort. Il va obtenir, suite à cette entrée en cour, comme c'est le don et le contre-don classique de ces ecclésiastiques de cour, il obtient 2 bénéfices épiscopaux importants, l'évêché de Troyes et encore plus important, celui de Senlis, 1527-1536. Il est parallèlement, fonction vraiment essentielle dans la construction aussi du règne de François Ier, il est parallèlement premier bibliothécaire de la librairie de Blois, et c'est lui qui achève en 1518 le catalogue de la Bibliothèque royale, donc qui va ensuite migrer vers Fontainebleau et par la suite à Paris. Il est certainement aussi, je le dis, en parenté avec le libraire parisien Jean Petit, du moins c'est ce que dit Guillaume Budet dans une célèbre lettre où il décrit l'influence et l'importance de Guillaume Petit, et il laisse entendre qu'il est apparenté à ce Jean Petit, marchand de livres et libraire parisien. Il est, deuxièmement, dans un réseau de réformateurs. C'est tout à fait évident lorsqu'on regarde ces quelques contacts qui subsistent, ou en tout cas les mentions où il est cité, et puis aussi son réseau, sur lequel je reviendrai, le réseau lettré, mais il est en contact régulier avec les réformateurs patentés, derrière notamment un autre dominicain qui a été confesseur aussi royal quelques années avant lui, mais subrepticement, enfin de manière limitée pendant 3 années, Jean Clairé, bien connu aussi pour ses prédications et bien connu par les travaux aussi d'Hervé Martin, lui-même en lien avec les principaux réformateurs de l'époque, ceux qui sont sur cette frontière de la théologie et de la controverse, donc les franciscains Olivier Maillard, Jean Vitrier, Michel Menot, ou encore le clunisien Jean Rollin, ou encore des réformateurs comme Jean Standong. Ce groupe, comme l'a bien montré Hervé Martin, est un groupe qui est constitué pour l'essentiel de mendiants et qui cherche, je cite, à instaurer un ordre chrétien dont la réforme de l'Église devait constituer le prologue. Jean Clairé est, je l'ai dit, un des principaux animateurs de ce groupe et certainement le mentor, très certainement le mentor de Guillaume Petit, mais nous n'avons pas d'éléments tangents pour affirmer cela de manière très précise. En tout cas, il précède, je l'ai dit, à la confession et va très certainement favoriser l'ascension de Guillaume Petit à la cour. Ce groupe est réformateur d'abord d'ordre. Il est réformateur d'ordre. Guillaume Petit est l'un des prélats de cour les plus engagés dans la réforme du clergé régulier au début du XVIe siècle. Il participe successivement à la réforme du couvent des Dominicains de Paris en 1501, à celle des Dominicains de Poissy en 1506, puis en 1514 à la création de la congrégation réformée dominicaine gallicane et à la rénovatio de Saint-Germain-des-Prés via Chezal-Benoît. Il poursuit cette œuvre une fois installé sur l'évêché de Senlis, en imposant par exemple aux religieux de Saint-Maurice de nouveaux statuts qui restaurent les prières aux morts et les aumônes. Réformateur d'ordre, réformateur d'église, j'en parlerai dans un instant, mais ce qu'il faut dire immédiatement, c'est que, avant même de rentrer en cours, Guillaume Petit, avec ce groupe, prend parti aussi sur la nécessaire réforme par l'État, la réforme de l'Église et de la société par l'État. Alors nous avons quelques éléments, quelques témoignages qui permettent aussi de l'affirmer, via Jean Clairé, qui rappelle par exemple à Antoine Dufour dans une lettre, Antoine Dufour qui lui succède à la confession pour juste 1 année et demie, Antoine Dufour, il lui dit qu'il doit être intransigeant à l'égard du roi dans l'exercice de la confession, bien vérifier ses péchés et ne pas les absoudre trop rapidement. Cette critique, d'ailleurs, c'est une critique que l'on aura chez les humanistes. Erasme, par exemple, dont je reparlerai dans un instant, et dans une lettre aussi, explique que les confesseurs sont parfois un peu trop indulgents, notamment les confesseurs de royaux. Guillaume Petit donne très peu d'éléments sur la confession. Nous avons quelques mentions dans son ouvrage « La formation de l'homme et son excellence ». Il n'y a rien d'original
dans ce qu'il dit, et c'est de toute façon extrêmement succinct. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas par la confession, finalement, me semble-t-il, qu'est pensé le contrôle ou la possibilité d'agir via le levier de l'État. La confession est un moyen d'accéder à la cour, d'avoir une proximité avec le roi, certainement, mais c'est surtout un moyen de rentrer dans la prise de décision, le conseil, certainement, puisque Guillaume Petit est en même temps conseiller du roi, et participe, on le sait, à la fin du règne de Louis XII et au tout début du règne de François Ier, à certains conseils. Donc c'est par ce biais-là, mais c'est aussi par la capacité d'orienter les actions du roi dans cet acte de réforme de la société. Il y a une envie, une volonté, on le trouve dans les lettres, de moraliser la société, et on le trouve dans certains actes, par exemple le 9 mars 1510 à Blois, lorsque Guillaume Petit, avec Jean Desmoulins, signe en même temps que Louis XII, donc le chancelier, et d'autres présents, une ordonnance qui condamne je cite, les jureurs de Dieu à une amende et les blasphémateurs récidivistes à la peine du carcan. On trouve ça également dans le discours de Guillaume Petit, et notamment qui est un panégyriste de cour, connu et réputé comme tel, Guillaume Budet le dira, et il se fait le panégyriste de Louis XII, de Louise de Savoie et d'Anne de Bretagne. Si je prends Anne de Bretagne, je n'ai pas retrouvé, les textes n'ont pas été conservés. En revanche, nous avons certaines mentions qui se trouvent dans notamment Pierre Choc, le héros de la reine, d'Anne de Bretagne, et qui nous explique en fait le déroulé des sermons que prononce Guillaume Petit. Et ce qui est intéressant, donc il en fait un à Blois, un à Paris, puis ensuite à Saint-Denis. Le deuxième est intéressant pour mon propos et pour comprendre aussi l'action de Guillaume Petit au sein de la cour. Ce deuxième sermon à Paris a pour thème « Conversus est in luctum chorus noster ». Il est prononcé, je cite, dit Pierre Choc, pour celle qui a éclairé les cœurs de ses vertus, en soutenant l'Église, la noblesse, les gens de labeur et les innocents, orphelins, pauvres et veuves. Et dans ce résumé de Pierre Choc, du sermon, il nous explique que Guillaume Petit a d'abord rappelé la vie de la reine et a surtout insisté sur son élévation dans le cadre de son action honorable, notamment lorsqu'elle a favorisé l'expulsion des Juifs de France et, d'après Guillaume Petit, participer en même temps aussi à la conversion, contribuer à les faire baptiser, donc après cette expulsion bien sûr, contribuer à les faire baptiser, à les nourrir et à distribuer des pensions. Donc le confesseur dévoile ici deux méthodes à l'égard des hérétiques, quels qu'ils soient, et ces deux méthodes vont constamment irriguer son action, son discours et son action jusqu'à 1536, jusqu'à sa mort. Parallèlement à cela, je dis parallèlement, mais le terme de parallèle est mal choisi, puisque en même temps que cela, Guillaume Petit se fait un protecteur, un médiateur des humanistes. Est-il lui-même un humaniste ? Oui, nous prenons la définition de ce premier humanisme qui n'est pas encore totalement philologie. Si je prends comme définition de l'humanisme, ce premier humanisme, d'abord des traductions et la collecte des œuvres, et notamment des œuvres sacrées, principalement pour Guillaume Petit, de patristique. Donc, il est un médiateur et un restaurateur des bonnes lettres. C'est un proche, en tout cas, de toute la flopée des humanistes de l'époque, encore une fois de cette première génération, Étienne Poncher, évêque de Paris et conseiller du roi, de Josbad, Lefebvre d'Étaples, Robert Fortuné, Clichtov, Guillaume Copp, voilà tous ces noms qui reviennent et qui célèbrent aussi Guillaume Petit pour son action. Il participe activement à la restauration des bonnes lettres gréco-latines et c'est un helléniste réputé. C'est surtout un véritable, je reprends l'expression de Guillaume Budet, chasseur de manuscrits. Ce qui l'intéresse, c'est surtout, je l'ai dit, la patristique, considérée comme source du savoir théologique, et bien plus sûre que les écrits postérieurs, et qui deviendront par la suite des armes essentielles du combat dogmatique contre les réformés. Comment agit-il au sein du réseau humaniste ?
Alors, il lui arrive de prendre la plume, mais c'est très rare. C'est surtout en soutenant des entreprises littéraires d'envergure auxquelles il lui arrive de donner la première impulsion. Il est ainsi le maître d'œuvre de l'édition Princeps du Chronicon de Sigebert de Jean Blou, et peut-être aussi de la version complétée du De Scriptoribus Ecclesiasticis de Jean Trithem. Il est associé à la publication des œuvres de Sulpice Sévère, Saint Jean Chrysostome, Victor de Vita, Saint Cyril d'Alexandrie, dont il croit d'ailleurs redécouvrir un manuscrit des commentaires sur le Lévitique dans la bibliothèque de Corbie, de Saint Adon de Vienne, Saint Thomas d'Aquin, qui est placé sous le patronage de Jean de Gannet, mais auquel Guillaume Petit fait diffuser de nombreuses informations. Également de Durand de Saint-Pourçain, de Ricoldo da Monte di Croce, et j'en passe. Il fournit, autre exemple, à Robert Fortuné, professeur au Collège du Plessis, engagé dans les œuvres complètes de Saint-Hilaire, un commentaire de Saint Matthieu, rédigé par le célèbre évêque de Poitiers, qu'il a retrouvé au couvent dominicain de Dijon. Il aide encore dans leur travail d'écriture et de traduction Claude de Seyssel, Jos Christophe et Lefebvre d'Étaples, dont les Epistolae Catholicae de Léon le Grand, parus en 1511, témoignent de la précieuse assistance du confesseur. Bon, il collabore à beaucoup d'autres éditions, par exemple les éditions de Paul Diacre, et également de Liprand de Crémone, publié en 1514 par Josbad. Et Jean Petit, donc le fameux Jean Petit, qui est certainement en famille avec Guillaume Petit. Il est médiateur d'œuvres et, deuxièmement, d'auteurs auprès du roi. Il va avancer des auteurs et des œuvres auprès du roi. En 1510, ce confesseur Guillaume Petit remet à Louis XII un exemplaire enluminé sur velin de l'édition latine des 2 textes de Ricoldo da Monte di Croce, donc le Contra Sectam Mahometicam et le De Vita et Moribus Turcorum. Ouvrages d'ailleurs intéressants qui ont été publiés, édités par Lefebvre d'Étaples, et très intéressants puisqu'ils participent à la construction d'un imaginaire du roi croisé, défenseur de la foi. En 1512, Louis XII reçoit encore de Guillaume Petit un exemplaire imprimé sur velin des œuvres d'Origène. Donc ainsi placé au cœur du processus éditorial, et toujours en lien avec les imprimeurs soutenus financièrement par la monarchie, Guillaume Petit se voit adresser un grand nombre d'épîtres dédicatoires. C'est le revers de la médaille, si je puis dire, ou le contre-don que j'évoquais tout à l'heure, associé d'ailleurs parfois à un hommage rendu au roi, un éminent lettré ou à un autre prélat de cour. Voilà les 3 catégories que l'on retrouve, et c'est le cas de Jacques Merlin, de Johannes Agnus, d'Agostino Giustiniani ou de Jean Sheradam. Tous remercient le confesseur de son aide et de son soutien. Claude de Seyssel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, notamment dans le Moralis Explicatio Evangelii Lucae. Donc devenu un personnage clé de l'humanisme, et particulièrement de l'humanisme aulique, dans cette médiation, il est souvent sollicité par des lettrés de renom. Ainsi, dans une lettre du 5 octobre 1519, Jérôme Aléandre, bibliothécaire de la Vaticane et ancien professeur de Louis XII, recommande à Guillaume Petit son propre neveu, et le prie d'intercéder en sa faveur auprès du roi pour lui obtenir des lettres de naturalisation. On a comme ça plusieurs témoignages de l'intercession, de l'intervention de Guillaume Petit auprès de l'entourage royal. Alors nous avons un précieux témoignage, je ne vais pas le lire car je n'en ai pas le temps, mais je remettrai la version intégrale, enfin c'est un extrait là, d'une lettre de Guillaume Petit, de Guillaume Budet à Erasme, où l'on apprend, pour aller très vite, plusieurs éléments. D'abord, le rôle très important de Guillaume Petit joué dans l'entourage royal, et il confirme qu'il est bien un prédicateur. Il dit « La cour et les courtisans n'ont pas d'autres prédicateurs dans les grandes cérémonies et n'en eurent point d'autres du temps du roi Louis. » On y apprend que c'est un panégyriste d'église et qu'il a ce rôle essentiel de médiation au sein des réseaux lettrés, au sein des réseaux humanistes. Guillaume Budet en parle comme son ami. Il partage avec moi et partage mes amitiés. Guillaume Budet annonce aussi le rôle important, décisif est en train de jouer Guillaume Petit pour promouvoir Erasme dans l'entourage royal.
Donc c'est juste cet extrait pour en revenir au sujet. Guillaume Petit me tint des propos de ce genre-ci. Il affirmait qu'avant-hier, je crois, la conversation avait abordé chez le roi le sujet des hommes de lettres. Comme on y parlait beaucoup d'Érasme, d'autres encore, peut-être de Budé, le roi, inspiré par la volonté de Minerve, comme je l'espère, se prend à dire qu'il a l'intention d'attirer dans son royaume par des récompenses opimes les hommes les plus distingués et de créer en France une sorte de pépinière de savants. Donc d'autres personnages vont jouer un rôle équivalent, ou plus ou moins équivalent à Guillaume Petit pour la promotion d'Érasme, et notamment Guillaume Copp. Guillaume Copp qui, dans une lettre, donc médecin de François Ier, rappelle que les deux principaux agents de promotion d'Érasme auprès de François Ier ne sont autres que François Desmoulins de Rochefort, donc le grand aumônier de France, et Guillaume Petit, confesseur du roi, partisan de ta gloire, dit Guillaume Copp, autant qu'il est possible. François Desmoulins de Rochefort est grand aumônier de France. En dessous, nous avons le confesseur royal. Une hiérarchie est en train de s'établir au sein de la chapelle royale et la lettre ne fait que confirmer cette hiérarchie qui est en construction. De fait, Guillaume Petit réfère de plus en plus à François Desmoulins de Rochefort. La sonnerie m'amène à ma troisième partie. Au cœur donc de la confessionnalisation royale. Ce qui prend le dessus finalement dans l'action de Guillaume Petit à partir des années 1517, année dramatique, 1517-1518, donc de la rupture luthérienne, qui a peu d'effet, on le sait, en France, si ce n'est dans la crainte qu'elle génère immédiatement. Avant la rupture luthérienne, les prélats de manière générale, les prélats de cour, médiateurs des lettres à la cour, et en premier lieu Guillaume Petit, se font les défenseurs de toutes les entreprises humanistes et évangéliques. Après 1517, c'est très différent. Avant 1517, ou juste en 1517, le Fèvre d'Étapes, par exemple, est défendu par ces prélats, et en premier lieu par Guillaume Petit, par François Desmoulins de Rochefort, dont je viens de parler, au sujet de la querelle autour des Trois Madeleines. Après 1517, 1518, les choses deviennent beaucoup plus complexes. Et si je prends l'exemple de Guillaume Petit, dans sa relation à Érasme, la lettre de Budé, plus d'autres mentions, montre à quel point il a été un défenseur, pas tant, de l'humanisme hollandais. À partir de 1518-1519, Guillaume Petit devient, on le voit dans les lettres, plutôt est qualifié d'adversaire d'Érasme. Un adversaire et Érasme lui-même dit d'ailleurs de Guillaume Petit, après avoir vanté ses mérites, dit qu'il est un adversaire, je cite, de l'enseignement nouveau. Dans une lettre à Luther, Érasme dénonce même l'influence néfaste de Guillaume Petit sur François Ier. Il n'est pas de cour qu'ils, donc sous-entendu les théologiens conservateurs adversaires de l'humanisme, n'ont pas investi. Ce qui se passe à la cour de France, il est facile de l'augurer, alors qu'il règne Guillaume Petit de l'ordre des frères prêcheurs. Alors à quoi est dû ce revirement, quelque part, qui est aussi le revirement de Guillaume Petit ? Guillaume Petit qui, en même temps, est appuyé à l'archevêché de Bourges, exactement au même moment où Érasme écrit, est appuyé à l'archevêché de Bourges par Marguerite d'Angoulême, future Marguerite de Navarre. Guillaume Petit qui, en 1517, protège le Fèvre d'Étaples contre la Sorbonne, qui va seulement condamner Michel d'Arande, participer à sa condamnation, l'ermite de Saint-Augustin, tout simplement parce qu'il a prononcé un sermon très élogieux à l'égard de Luther, assimilant Luther à un saint, et qu'il a défendu ses idées devant Louise de Lorraine et Marguerite d'Angoulême. Donc là, Guillaume Petit va alerter la Sorbonne. Pourquoi cette tension avec Érasme ? Eh bien, tout simplement parce que Érasme n'a pas dénoncé encore Luther, et tout simplement parce qu'une rumeur court en Europe expliquant qu'Érasme va peut-être passer du côté de la réforme luthérienne. Bien sûr, il n'en est rien, mais cette rumeur est alimentée notamment par les théologiens du Nord et va être diffusée en France assez vite via les réseaux curiaux. Ce qui explique que, aussi, Guillaume Petit, une fois que Érasme a bien déclaré qu'il n'en était rien, eh bien Guillaume Petit va de nouveau promouvoir Érasme
et dire qu'il est un humanisme hors pair. Alors il ne cherche plus la promotion dans l'entourage du roi, puisque Erasme a fait une déclaration expliquant qu'il suivait Charles Quint et qu'il ne viendrait pas à la cour de France, mais il continue de promouvoir ses ouvrages. Et en 1524, Guillaume Petit, de nouveau défenseur invétéré d'Erasme, va promouvoir ses ouvrages, va les défendre auprès de la Sorbonne en 1527, lorsque la Sorbonne condamne officiellement les ouvrages d'Erasme, malgré l'intervention royale. Eh bien, c'est Guillaume Petit qui est chargé de faire revenir l'institution sur sa décision et qui va obtenir gain de cause. Alors, je passe sur sa relation aussi avec la Sorbonne, qui est en fait presque un double discours. La Sorbonne le voit comme un théologien relativement orthodoxe lorsque ça peut arranger le pouvoir, mais lorsqu'il s'agit de défendre des humanistes, et notamment évangéliques, dans la tendance évangélique, eh bien Guillaume Petit est souvent envoyé à la Sorbonne, lui-même ayant noué ces relations un peu subtiles et complexes au sein de la Sorbonne et pouvant obtenir gain de cause. Donc il devient un médiateur aussi entre la Sorbonne, la faculté de théologie et l'État et le pouvoir. Du centre à la périphérie, tout simplement pour dire que son action ne se limitera pas du tout au centre du pouvoir, mais qu'il ira jusqu'à, comme beaucoup d'ecclésiastiques et de prélats de cour, il envisagera également cette action au sein des diocèses et de son diocèse, particulièrement celui de Senlis. Tout cela à partir aussi de 1528, du concile de Sens, qui a lieu à Paris, concile de Sens qui est une programmation pratiquement qui lance une première contre-réforme, typiquement renaissante, mais qui lance une première contre-réforme avec, dans ce concile de Sens, eh bien, l'affirmation qu'il faut désormais combattre les thèses luthériennes sur un plan théologique et qui lance à la fois théologique et aussi par la reconquête des âmes. Alors, l'action à Senlis a déjà été très bien développée par Thierry Amalou dans sa très belle thèse sur le diocèse de Senlis. Et on voit un Guillaume Petit qui est très axé sur la multiplication des processions dans la cité, qui met en valeur les sanctuaires, les reliques, les corps saints, qui met l'accent sur les bonnes œuvres et les aumônes. Il y a tout un programme iconographique qui est associé, un programme iconographique qui est politico-religieux, puisqu'il y a aussi un programme iconographique sur les saints, apôtres, martyrs et saints, mais également autour de la monarchie et des princes, puisqu'il y a une double représentation des rois et des saints. Et puis c'est aussi la grande œuvre de rénovation de la cathédrale où les travaux sont lancés, et cathédrale où il fera notamment construire une chaire, où il fera floquer ses armes sur la chaire. Ce programme de reconquête s'appuie également, et ça sera mon dernier point, sur des traités originaux qui prolongent l'apostolat par l'imprimé. Nous en avons deux, le Via du Salut, qui est édité une première fois à Troyes en 1526 et qui n'aura pas moins de 5 rééditions, où le confesseur insiste sur les œuvres. Et Francis Higman, qui a étudié particulièrement ses premiers écrits de controverse, nous dit tout simplement, et l'argumentation est très solide, qu'il s'agit très certainement ici d'une réponse orthodoxe de la part de Guillaume Petit à l'oraison de Jésus-Christ de Luther. Nous avons ici un premier écrit. Guillaume Petit a certainement été l'un des tout premiers à se lancer dans la controverse anti-luthérienne. Dans son édition de 1538 en tout cas, l'ouvrage donc posthume se présente sous la forme d'un petit catéchisme destiné aux fidèles, où se trouve exposé le symbole des apôtres et les 10 commandements de la loi. Il place son enseignement sous le magistère de l'Église, qui émane selon lui de l'autorité conciliaire et patristique. Il y a un deuxième ouvrage, et je vais très vite, deuxième ouvrage que j'ai déjà évoqué, la formation de l'homme et son excellence, ouvrage qui, de la même façon, donc il y a ce blason, je n'ai pas le temps de le commenter. D'accord, j'aurais fini en 5 minutes. Donc, surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Guillaume Petit de la place, des hérétiques, des ennemis de la foi, et comment il insère cela dans son discours.
Ce qu'il dit, c'est que d'abord, il déclare que le miracle de l'homme et du monde est de vivre sous le principe de l'unité. Et que, je cite, pour la perfection, perpétuité, intégrité et régime de toute la monarchie du monde, est-ce-toi nécessaire un seul moteur, un seul prince, un seul Dieu, et non plusieurs. On retrouve l'adage bien célèbre du cuius regio eius religio. Que tout cela se fera par le service à Dieu, en gardant ses 5 commandements, et que finalement, servir Dieu, c'est, je cite, régner, c'est être roi soi-même. Le fidèle doit donc s'humilier, suivre la doctrine de l'Église, et s'ensuit dans son discours tout un ensemble d'exhortations et de contemplations dévotes, exposées pêle-mêle sur la scène, le mystère de l'Eucharistie, le baptême du Christ, la résurrection, la pénitence. Le premier moteur de la foi pour Guillaume Petit, nous dit-il, c'est l'Évangile, en laquelle est contenu comme notre Seigneur a consacré, dit-il, son corps sous espèce de pain et son précieux sang sous espèce de vin. Et quant aux prédicateurs, ils doivent, je cite aussi, retirer les pécheurs de perdition par charitable exhortation. Donc il y a bien un programme ici, il y a bien un programme de prédication fondamental pour un dominicain et pour un dominicain de cour. Mais face à l'éminent péril, dit-il, de l'hérésie, le recours aussi à la main de justice s'impose. La prédication n'est finalement pas suffisante. Dans ce livre, nous trouvons un éloge à François Ier, qu'il qualifie de dévot à ce saint et très digne sacrement. Il a sévèrement réprimé ceux qui, en propageant les provocations sacrilèges, ont défié son autorité et celle du maître de l'univers. Ainsi, je cite, « Ému du zèle de la foi et de l'honneur de Dieu, François Ier décerne et ordonne promptement mandement express de sa cour souveraine de parlement et à tout autre juge ordinaire que incontinent on fait prendre tous ces méchants et méchantes, sentant mal de la foi et de ce saint-sacrement, et confie telle punition que tel blasphème et hérésie requerroit, sans avoir égard aux personnes de quelque état ou condition qui fussent, lequel mandement à être promptement et dévotement exécuté. » Guillaume Petit se réfère ici implicitement aux récentes sentences de la répression judiciaire et au premier bûcher du roi de François Ier. Il n'y a là, d'après lui, que la juste expression du bras armé de la justice divine. Le confesseur, mais cela dit, on trouve ça dans pratiquement tout, enfin pas pratiquement, chez tous les ecclésiastiques de cour où il y a des témoignages, il n'y a, d'après lui, donc que la juste expression du bras armé de la justice divine. Le confesseur invite donc les fidèles à prier Dieu pour le remercier de, je cite, chasser, détruire, abîmer et estreindre les vilains blasphèmes contre notre Seigneur et autres hérésies. Et il leur demande également de méditer les effets de ces sanctions et de se préparer au plus vite et en conscience à faire amende honorable de leurs péchés. Donc dans ce discours qui est, alors l'édition est posthume, mais on estime que cet ouvrage a été rédigé en 1534-1535, enfin en partie, et donc publié en 1538, 2 ans après la mort de Guillaume Petit. Ce qu'il y a là présent dans ce discours, c'est ce qui finalement est l'une des options majoritaire au sein de l'Église de cour et que représente ici ce confesseur royal dominicain et qui n'est pas propre donc à l'ordre de Saint-Dominique. C'est que, issus pour la plupart d'entre eux de l'humanisme, de ce premier humanisme avec ses spécificités, invoquant et défendant cet humanisme auprès du prince, ils vont, étant eux-mêmes des humanistes dans cette quête du manuscrit et dans cette volonté d'interpréter, de relire, via l'œuvre philologique, la traduction et la philologie, il y a une première accentuation ou position qui consiste à régler la question de la réforme luthérienne par le discours, par la prédication, par la reconquête des âmes, qui passe aussi par les diocèses. Mais il y a aussi et surtout la volonté de considérer le pouvoir, le roi, comme l'agent qui va permettre justement cette reconquête. Et je crois que c'est dans cet acte-là, ou dans cette option-là, et peut-être dans la déception que vont générer certains princes, en tout cas à partir de 1560, dans cette attente qui n'est pas totalement confirmée, que finalement se trouve aussi une des options
prise par ces humanistes, qui sont des humanistes de cour, lettrés et en même temps, pour certains d'entre eux, des théologiens, vers une radicalisation. Ça ne concerne que quelques-uns d'entre eux, mais ça en concerne malgré tout quelques-uns. À nouveau, de ce point de vue-là, l'ordre de Saint-Dominique n'a rien de spécifique, si ce n'est remis dans un ordre dans un ensemble qui est celui des mendiants. Et les mendiants, en effet, on le sait, vont être, à partir des guerres de religion et de la Ligue catholique, particulièrement actifs, enfin une minorité d'entre eux particulièrement actifs, pendant qu'une minorité d'entre eux vont être plutôt... vont véhiculer l'idée ou diffuser l'idée que ça doit passer par une réconciliation qui passera par l'État, et une grande majorité d'entre eux, comme dans beaucoup d'ordres, qui vont être dans l'entre-deux et plutôt se replier plutôt que d'agir sur le front de l'opposition et de l'affrontement religieux. Merci.